Depuis la signature des protocoles du 30 avril 2018 et du 26 février 2022, le comité de suivi des accords, COMSA 22, institué par arrêté numéro 2022-013-603 du 9 juin 2022 du ministre de la fonction publique, n'a jamais été convoqué pour procéder à l'évaluation de la mise en œuvre des engagements. Le dit comité, qui est composé des ministères en charge de l'application des accords, des institutions du dialogue social, des syndicats représentatifs de l'enseignement et des organisations de la société civile œuvrant dans le secteur de l'éducation, a pour vocation de veiller à la mise en œuvre de l'accord signé le 26 février 2022 entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants représentatifs, d'œuvrer à la pacification de l'espace scolaire. Le refus systématique du gouvernement de convoquer cette structure, malgré ses missions hautement importantes et les multiples interpellations de la partie syndicale, prouve à suffisance le manque de volonté notoire des autorités d'appliquer les accords souscrits avec les syndicats. Pire encore, depuis quelque temps, le gouvernement du Sénégal verse dans la provocation et l'abus, car, suite au plan d'action d'alerte lancé par le G7 pour exiger une matérialisation diligente des accords, ce gouvernement a opté pour la radicalisation en continuant à faire l'omerta totale sur ces questions, en proférant des menaces et en prélevant des montants excessifs et inacceptables sur les salaires d'honnêtes travailleurs que sont les enseignants. Ce comportement irresponsable et déplorable vient se greffer aux tentatives de restriction des libertés individuelles et collectives qui ont été à l'origine de nombreuses arrestations d'enseignants et d'élèves dont le SAEMS et le CUSEMS réclament la libération. Face à la persistance de ces pratiques, qui prouve clairement le dessein inavoué du gouvernement du Sénégal de continuer à reléguer au dernier plan le secteur de l'éducation et de la formation, le SAEMS et le CUSEMS tiennent à rappeler qu'ils resteront intransigeants sur la matérialisation des accords relatifs au parachèvement de la dématérialisation des actes et procédures de la fonction publique, à la signature du décret 74-347 du 12 avril 1974 modifié, portant sur la révision de la situation des décisionnaires, au démarrage de la formation des collègues MEPS, maîtres d'éducation physique et sportive, des professeurs de philosophie, de tous les professeurs contractuels, notamment ceux issus du recrutement spécial de 5000 enseignants, des chargés de cours et des METP, maîtres d'enseignement technique professionnel, des demandeurs de mise en position de stage et l'organisation des passerelles professionnelles, au reversement des MEPS dans le corps des PCM en éducation physique, à la sortie des actes de nomination des chefs d'établissement et à la catégorisation des lycées, à l'appurement des prêts au logement et à la délivrance des parcelles, à l'examen des questions nouvelles inscrites dans les plateformes revendicatives des syndicats représentatifs, à l'accélération du rythme de paiement des rappels, à la finalisation de la révision du guide du mouvement national avant la tenue des commissions de mutation de cette année. À l'issue de la réunion du mardi 2 mai 2023, portant sur l'évaluation de notre alliance, la mise en œuvre des accords et l'analyse de la situation nationale, le CUSEMS et le SAEMS ont pris l'engagement réciproque de consolider leur compagnonnage pour assurer un meilleur portage des préoccupations des enseignants du Sénégal. Nous tenons tout de même à rappeler que cette dynamique d'unité d'action reste ouverte à tout syndicat représentatif mu par les mêmes intérêts. Par ailleurs, les deux syndicats condamnent avec véhémence les prélèvements sauvages et inacceptables effectués sur les salaires
au mépris des dispositions réglementaires. Ces pratiques malsaines, qui ne visent qu'à spolier d'honnêtes travailleurs, qui ne demandent que le strict respect de leurs droits, ne feront que galvaniser les soldats du savoir en les poussant à se mobiliser davantage pour exiger l'appurement du passif social. Nous dénonçons également le verrouillage des postes à Dakar et dans certaines grandes villes dans le cadre du mouvement national de cette année. Pour sonner le glas du dilatoire et mettre un terme aux tentatives d'intimidation du gouvernement qui illustrent leur manque de volonté notoire, le CUSEMS et le SAEMS ont décidé de porter le combat pour exiger la convocation immédiate du comité de suivi des accords. Nous invitons les enseignants du Sénégal à respecter le plan d'action ci-dessous pour exiger l'appurement du passif des accords et l'arrêt systématique de toutes les dérives liberticides. Le plan d'action se décline comme suit. Aujourd'hui, mercredi 10 mai 2023, débrayage à 10 h, suivi d'une conférence de presse. Jeudi 11 mai, grève totale à l'échelle du pays. Enfin, nous rappelons à tous les enseignants du Sénégal que seule la mobilisation pourra nous permettre d'amener le gouvernement du Sénégal à ériger en priorité les accords signés avec les syndicats représentatifs. En cas de persistance du statu quo noté de la part des autorités par rapport à la matérialisation des accords, le CUSEMS et le SAEMS envisagent de procéder à la diversification des stratégies de lutte avec le boycott des évaluations et des examens, le refus de toute forme de collaboration administrative, la suspension des enseignements-apprentissages à travers la présence négative. Je dois préciser que nous ne fermons la porte à personne. Et cette année, au sortir des élections de représentativité qui ont consacré la représentativité de 7 organisations, nous nous sommes réunis et avons dit qu'il fallait tout faire pour éviter que ce qui s'est passé lors du mandat précédent, où nous avions 2 blocs qui s'observaient en chien de faïence, que cela ne puisse pas se reproduire cette fois-ci. Et c'est pourquoi, depuis, des concertations sont en train d'être menées pour mettre sur pied une plateforme de concertation qui nous permettra de rencontrer régulièrement ces camarades, de recueillir leurs préoccupations afin donc de les porter. Et naturellement, avec cette plateforme, il est un dialogue donc qui se noue et qui nous permet d'échanger sur toutes les questions, mais de peaufiner également les stratégies qui nous permettent de porter les points de revendication de manière à pouvoir, en tout cas, les faire prospérer. Donc, sous ce rapport, il n'y a pas d'exclusion possible, mais vous conviendrez avec nous qu'il faudrait également qu'on donne du sens aux élections de représentativité. C'est parce que quelque part, il y avait une pléthore donc, de syndicats dont résultait une certaine cacophonie dans la prise en charge, dans la lutte, quelquefois, avec des défections à des moments inopportuns. Et c'est tout cela qui nous avait poussé, nous-mêmes, partis syndicaux, à demander l'organisation d'élections de représentatifs. Aujourd'hui que cela est fait, eh bien, ceux qui sont représentatifs représentent leur père. Maintenant, ils consultent avant que d'aller à la rencontre du gouvernement. Et au sortir de séances de négociation également, à travers cette plateforme dont je vous ai parlé, eh bien, nous rendons compte à nos pairs donc, des autres organisations syndicales. Donc, sur cette question précise, voilà en tout cas ce que je pouvais apporter donc, comme élément de réponse. Y aurait-il des divergences entre membres du G7? À l'évidence, il est en fonction donc des lignes, des trajectoires des différentes organisations syndicales, des points sur lesquels, par moment, nous ne partageons pas les mêmes appréciations. Et cela est tout à fait donc normal. Parce que vous savez, dans le cadre d'une unité d'action, mais on est ensemble sur les questions transversales pour lesquelles on s'accorde pour la prise en charge. Mais quand il est des questions spécifiques relativement auxquelles il y a des divergences
d'appréciation, la liberté est donnée à toute organisation syndicale de voir dans quelle mesure, ou en tout cas les organisations syndicales qui partagent des vues sur ces questions, de voir un peu donc comment porter cette question. Maintenant, sur la situation au lycée d'Ignabo, effectivement, dans notre texte liminaire, nous ne l'évoquons pas. Bien que, au moment de rédiger ce texte, nous ayons échangé sur cette situation qui nous émeut et dont, naturellement, nous nous indignons. Mais nous sommes en train de recouper les informations sur cette question parce que nous ne voulons pas non plus, dans la précipitation, dire un certain nombre de choses qui ne correspondent pas donc, à la réalité. Nous ne voulons pas céder donc, à la passion, à l'émotion et nous prononcer sur une question dont nous n'avons pas fini de maîtriser donc, l'ensemble donc, des contours. Donc, sous ce rapport, il y a urgence sans doute à nous prononcer sur cette question, mais nous préférons marcher lentement le temps de réunir l'ensemble des éléments sur cette question. Après quoi, à coup sûr, notre alliance se prononcera de manière très claire donc, sur cette question. Mais d'ores et déjà, nous pouvons dire ici que, chaque fois que l'espace scolaire, que nous nous considérons comme un sanctuaire, est violé, sur le principe, naturellement, cela nous le dénonçons, nous le regrettons. Mais nous allons attendre que d'avoir tous les éléments pour nous prononcer donc sur cette question. Je crois que ce sont les questions qui nous ont été posées parce qu'il y a une question qui a été adressée directement donc aux camarades. Maintenant, pour l'appréciation que nous faisons du nouveau ministre de l'Éducation nationale, vous savez, nous n'avons pas l'habitude, nous, de juger les hommes. Dans nos relations avec les autorités, quelles qu'elles soient, nous considérons que c'est des relations qui sont institutionnelles. Et c'est pourquoi nous préférons focaliser notre attention sur les revendications que nous portons, apprécier leur niveau de matérialisation, mais sans plus. Mais il est des faits que nous pouvons noter. Ce que nous pouvons noter, c'est que le dialogue était beaucoup plus fluide avec le ministre, donc, ministre Talla, donc, qui était au ministère. Le dialogue était beaucoup plus fluide avec le ministre de la fonction publique sortant. Ce ministre de la fonction publique que nous avons aujourd'hui, voilà près de 7 à 8 mois qu'il est nommé. Et depuis, pas une seule rencontre avec les partenaires. Or, il est de tradition, quand un ministre débarque donc, dans un ministère, mais première chose à faire, c'est la visite de ses services, mais c'est également la rencontre des acteurs pour prendre contact avec eux et exposer un tout petit peu sa vision, sa méthode. Mais avec ce ministre-là, je dis, au jour d'aujourd'hui, nous n'avons eu aucune rencontre. Et c'est lui qui préside le comité de suivi dont parlait tout à l'heure le camarade El Hadj Malick Youm. Et vous comprendrez donc aisément pourquoi, depuis lors, ce comité chargé donc d'apprécier l'état d'exécution, que ce comité-là n'ait jamais été convoqué. Et cela, nous ne sommes pas les seuls à le déplorer, à le dénoncer. Tous les acteurs de la société civile, les associations de parents d'élèves, les ONG actives en éducation, dont la COSIDEP, mais tout le monde a dénoncé effectivement ce refus de convoquer, qui témoigne tout simplement d'une chose, à notre avis, mais c'est un refus systématique d'examiner toutes les autres questions du protocole, autres que la question des augmentations dont parlait tout à l'heure le camarade. Or, ces autres questions ne sont pas moins importantes que la question des docteurs. Et d'ailleurs, pour certaines d'entre elles, mais il doit forcément en résulter des aspects donc, financiers. Mais sur ces questions-là, ce qu'on note, c'est un quasi-immobilisme qui est inacceptable. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous nous mobilisons et mobilisons donc nos pères. Pour la libération de nos collègues, l'acte que nous posons aujourd'hui fait partie de ce que nous faisons pour exiger leur libération. Et vous savez, nous avons commencé depuis longtemps. Au tout début, quand des camarades les premiers camarades qui ont été arrêtés, nous avons produit un communiqué sur cette question. Rappelez-vous, le premier plan d'action qu'on a décrété, mais cela portait également sur le passif
des accords, mais également sur l'exigence de la libération de ses camarades, enseignants et élèves. Nous exigeons que ce sanctuaire qu'est l'école ne soit pas violé, parce qu'on a vu des cas où des forces de l'ordre ont fait irruption dans les écoles, ont gazé certains de nos élèves, dont nous savons tous que nombre d'entre eux traînent des pathologies chroniques. Ça, c'est quelque chose donc de tout à fait inacceptable. Et tout cela, c'est la conséquence donc de manifestations politiques. Donc nous déplorons que les problèmes politiques s'invitent donc au niveau. Et les camarades dont nous exigeons la libération, mais c'est parce que tout simplement, nous avons fait nos propres enquêtes qui nous révèlent que ce pourquoi on les a arrêtés, mais c'est tout simplement l'exercice de droits qui leur sont reconnus par la Constitution. Sous ce rapport, nous sommes fondés à exiger effectivement que ces camarades-là soient libérés. Et je ne sais pas si vous le savez ou non, nous parlons d'élèves qui sont arrêtés, mais ici à Dakar, il est un élève du lycée Blaise Diagne qui a reçu une grenade lacrymogène à l'œil au point de le perdre. Je n'ai pas entendu la presse s'en offusquer, sans doute peut-être que l'information ne vous est pas parvenue. Mais tout cela renseigne à souhait, en tout cas sur la gravité donc de cette irruption, en tout cas de cette violence qui ne procède pas de l'école, mais qui finalement envahit l'école au point donc de nous voilà des difficultés. Donc sur cette question-là, encore une fois de plus, si l'État veut qu'on aille vers une stabilité de l'espace scolaire, et nous vraiment c'est ce que nous voulons, et qui a fait que de retour des vacances de Pâques, mais nous avons observé une certaine trêve, mais c'est sans doute comme si cela n'a pas été donc bien perçu par l'autorité, qui en plus a fait, comme nous avons dit dans le texte lui-même, dans la provocation, avec des coupures de salaire sauvages qui ne procèdent de rien d'objectif. Pour une raison bien simple. Vous avez des agents, figurez-vous, du niveau central, qui ne sont pas dans les classes. Vous avez des chefs d'établissement. Nous autres qui sommes permanents, qui ne tenons aucune classe, mais nous avons été ponctionnés. Nous avons été ponctionnés. On a opéré des retenues sur nos salaires. Cela veut dire que... Pardon? Mais il ne peut pas y avoir de raison. Quelqu'un qui est au ministère, qui travaille au ministère, celui-là, il peut observer un plan d'action au point d'être coupé. Ils ont coupé comme ça. Mais ils ont coupé. Et ici ajoute que, vous savez, nous n'avons aucun problème à ce qu'on procède à des retenues de salaire si nous allons en grève. Et nous le disons d'ailleurs, vous savez, quand nous demandons une autorisation d'absence pour convenance personnelle, quand bien même l'autorisation est accordée, mais les jours non travaillés ne doivent pas être payés. Donc nous comprenons parfaitement que quand nous décidons d'aller en grève, qu'on puisse opérer des retenues, mais que cela soit fait sur la base des dispositions légales. Et ce qui vous montre que cela n'a pas été le cas, nous, vous savez, on est des titulaires, mais on a des camarades qui sont PC, des professeurs contractuels ou des maîtres contractuels. Qu'est-ce qu'on a constaté dans certaines académies? Mais ils ont des niveaux de rémunération au moins 2 fois inférieurs au niveau de rémunération des titulaires qui sont payés au niveau des finances. Mais pour les coupures de salaire, ils ont été ponctionnés 2 à 3 fois plus que les titulaires. Et figurez-vous, pour le même nombre de jours. Au niveau des IA. Parce que tout simplement, il y a des IA qui nous disent avoir reçu des instructions, qui nous donnent l'impression que plutôt que de se préoccuper des questions que nous posons, eh bien, on a des autorités qui s'inscrivent dans une dynamique de vengeance, de punition, ce qui est indigne de leur rang. Et cela, naturellement, nous le dénonçons donc fortement.